Voilà, écoutez, bonjour à tous. Merci d'être présents pour le webinaire que nous organisons. Donc, l'agence Agathe et OT73 Savoie-Mont-Blanc pour parler de la formation des acteurs du tourisme, un levier pour l'attractivité et la cohésion des territoires. Là, on va peut-être se donner une petite minute pour que tout le monde soit bien présent, mais vous êtes déjà 20 participants en ligne. Et nous devrions être à peu près entre 30 et 35 personnes ce soir. Bonsoir à tous. Voilà, donc simplement, voilà, nous enregistrons ce webinaire pour pouvoir le diffuser ensuite auprès des personnes qui souhaiteraient le regarder. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas être vus dans le webinaire, on vous demandera de couper vos caméras. Voilà, donc on est sur un format à peu près d'1h30. Et voilà, vous aurez la possibilité de poser des questions autour du webinaire à travers le chat, à travers les deux petites bulles questions-réponses qui apparaissent en haut ou en bas de votre écran. On vous répondra au fur et à mesure. Et puis à la fin, nous ouvrirons les micros pour pouvoir échanger avec vous. Et puis nous remercions, voilà, c'est un webinaire que nous allons animer tous les deux, donc Eric Lemaire et moi. Et puis en présence de plusieurs intervenants qui vont se présenter. Donc Vincent, il faudra que tu allumes ton masque, voilà. Donc Vincent Migliacci d'Arlisère. Bonjour à tous. Voilà, donc Vincent, oui, je suis en charge des questions de promotion et développement touristique à la communauté d'agglomération Arlisère. Voilà, également présent Laurent Oléon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Laurent Léon, gérant du cabinet d'études Altisens, spécialisé en ingénierie touristique et basé en Tarentaise. Et Evelyne Maître. Bonjour à toutes et à tous. Evelyne Maître, donc cabinet Neomundi et consultante en développement de projets touristiques et pédagogiques. Voilà, Marion Coppel. Oui, bonjour Marion Coppel, je suis gérante d'Au-delà du Verre, donc une activité qui existe depuis 1 an et qui propose des activités touristiques dans le vignoble de Savoie. Et Ludovic Bertagnolo. Bonsoir à tous, donc Ludovic Bertagnolo, je suis le directeur de 2 structures, la Maison du Tourisme du Pays d'Albertville, donc 29 communes autour de la commune albertvilloise et également de la Maison des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville et de la Savoie. Merci. Et puis, pour vous servir ce soir. Donc, Eric Lemaire, je suis chargé de mission professionnalisation pour OT73 Savoie-Mont-Blanc, la Fédération départementale des offices de tourisme, et représentant du collectif Trajectoire Tourisme sur la Savoie. Et donc, Michel Guettelin, donc directeur du pôle développement touristique pour Agathe, agence alpine des territoires. Voilà, donc nous allons commencer et voilà, donc pourquoi parler du développement des compétences, de la professionnalisation des acteurs? Là, c'est une intuition que nous avons eue il y a quelques années en arrière, comme quoi tout l'écosystème touristique devait évoluer par rapport aux nouvelles attentes de la clientèle et par rapport aux évolutions de la société. Donc pour nous, c'est vraiment une nécessité pour répondre à ces enjeux-là. Et voilà, donc c'est s'adapter aux mutations et aux attentes des comportements clients. On a vu que tout un chacun ne réserve plus, ne prépare pas plus son séjour comme on pouvait le faire il y a 10 ans ou 15 ans en arrière. Le web est passé par là et a vraiment changé les choses. Également, à travers le web, si on est lisible de la part du monde entier, on est en concurrence également avec toutes les destinations. Donc là, il faut faire face à une concurrence de plus en plus forte. Alors ensuite, un autre élément très important, évidemment, c'est le développement de la cohésion en favorisant le travail collectif des acteurs du tourisme du territoire et de la destination, puisque du coup, si de gros investissements sont faits sur les territoires, la fluidité dans le parcours client est bien souvent liée en fait à la capacité des acteurs à travailler ensemble. Et la montée en compétences, la formation professionnelle est un outil qui permet justement de mieux travailler ensemble, de mieux se connaître entre les acteurs touristiques. C'est aussi, à travers ces plans de développement des compétences, l'occasion, évidemment, parce que c'est le but premier, d'accroître la performance et la compétence individuelle, mais aussi collective des prestataires qui, s'ils collaborent et s'ils travaillent un peu, feront une performance globale plus optimale. L'objectif est aussi d'améliorer
la promotion du tourisme et le parcours client, hein, la promotion globale, puisque l'effort consenti par chacun des partenaires, les efforts quand ils sont mis ensemble accroissent considérablement la promotion de l'ensemble du territoire. Et enfin, un dernier enjeu, c'est le fait de favoriser l'appropriation de la stratégie touristique portée par la destination. On voit souvent que les stratégies portées par les élus et par les décideurs du territoire on peut avoir du mal en fait à infiltrer jusque l'ensemble des acteurs du territoire. Et donc, les plans de formation peuvent être un outil pour justement partager en fait cette stratégie touristique. Alors, pour continuer dans nos propos, nous allons nous appuyer sur des expériences que nous avons pu mener sur 5 territoires de la Savoie à travers un programme européen qui s'appelle Alcotra, qui s'est déroulé entre 2018 à peu près et 2022. Voilà. Et donc là, c'est un programme qui a concerné tous les départements, depuis le département de la Savoie jusqu'au département des Alpes-Maritimes et du côté italien, de la région Val d'Aoste jusqu'à la région Ligurie. Donc, c'est un programme qui s'appelle un PITEM, programme intégré thématique, qui était consacré aux activités outdoor dans un sens large, puisque ça concernait toutes les activités de découverte des territoires, donc activités de pleine nature, tourisme culturel, agritourisme, etc. Donc, c'est un programme qui est pour le département de la Savoie. C'est le département de la Savoie qui était le partenaire du projet. Hein. Vous avez pu voir tous les logos sur la première slide. Et le département de la Savoie nous a délégué en fait la réalisation du programme. Et pour pouvoir mener ces actions à bon terme, nous sommes appuyés sur les compétences dotées 73 Savoie-Mont-Blanc. Voilà, donc on voulait quelque chose d'extrêmement opérationnel. Hein. Quand même, on a eu une première expérience en 2017 sur un territoire que connaît bien Laurent Oléon, puisque c'est la communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche, sur lequel on avait mis en place un plan de développement des compétences. Et l'idée, c'était vraiment de développer un plan pour les acteurs du territoire, au sein du territoire, par rapport à la stratégie du territoire. C'était notre intuition que nous avons l'habitude de nous former et de nous déplacer pour nous former. Quand on allait traiter avec les entreprises touristiques du territoire, c'était beaucoup plus compliqué. Et du coup, il fallait vraiment faire des choses au sein du territoire. Alors, en 2019 et 2020, on a lancé des appels à candidature. On pouvait accompagner 5 territoires et donc 5 territoires ont répondu, présents. Donc, on a eu le pays du lac d'Aiguebelette, hein, que vous voyez à l'ouest de la carte, composé des communautés de communes de Yenne, du Vallier et du lac d'Aiguebelette, donc territoire de lac et montagne. Le territoire de Cœur de Savoie, la communauté de communes de Cœur de Savoie, donc plutôt un territoire de tourisme diffus, avec une forte identité viticole. Le territoire d'Arlysère avec des destinations, la communauté d'agglomération d'Arlysère avec des destinations fortes de montagne, hein, comme le Beaufortin, les Saisies, Arèche-Beaufort, le Val d'Arly, etc., le pays d'Albertville. Et puis deux communautés de communes vraiment montagne, celle de Maurienne-Galibier, avec des stations comme Valois, Aurel, Valmeinier, et la communauté de communes de Haute-Maurienne-Vanoise. Donc, on a eu la chance d'avoir des territoires très différents les uns des autres, de tailles différentes. Ça pouvait être à l'échelle d'un EPCI ou de plusieurs EPCI. Donc, on était confrontés à tous les cas de figure. Et du coup, ça nous a vraiment permis d'approfondir notre expérience. Alors, dans le travail qu'on a réalisé avec chacun des partenaires, les fondamentaux, c'était que le portage de cette action-là soit vraiment porté par la collectivité en lien avec l'Office de tourisme. La collectivité, parce qu'il nous semblait vraiment important que la stratégie du territoire soit le support du plan de développement des compétences. Donc, on a passé du temps à analyser la stratégie du territoire. Et l'Office de tourisme, puisque l'Office de tourisme, c'est la courroie de transmission, hein, c'est le bras armé de la collectivité pour mettre en place toutes les actions au niveau touristique, et également pour faire le lien avec les différents acteurs du territoire. Un point qui était important, c'était l'analyse des besoins en professionnalisation des prestataires, donc c'est-à-dire faire des plans vraiment sur mesure.
Et comme réponse à ces besoins-là, on a imaginé plusieurs types d'actions. Donc, des actions de sensibilisation qui pouvaient être des conférences, des ateliers, des voyages d'études, des éductours, des actions de formation un petit peu plus classiques qui permettent d'aller un peu plus loin dans le développement des compétences en plus petits comités, et puis aller jusqu'à des actions d'accompagnement individuel pour des gens qui pouvaient en avoir besoin. Alors, les bénéficiaires de ces actions-là, on s'est dit, évidemment, dans un premier temps, Valérie qui a ajouté c'est bien de partager la parole. Donc, ces plans de développement des compétences concernent l'ensemble des acteurs de l'écosystème touristique. Donc, les hébergeurs, donc, qui sont souvent les premiers à accueillir les clients, donc hôtels, camping, villages, vacances, les meublés, donc chambres d'hôtes, des individuels, des particuliers, les résidences de tourisme également. Ces plans de développement des compétences concernent également les prestataires d'activités, d'activités de découverte du territoire, qui étaient de pleine nature, des activités culturelles, musées, ainsi que les prestataires de l'agritourisme, les organisateurs d'événements, qu'ils soient sportifs, culturels ou artistiques, sont aussi des acteurs incontournables de l'offre d'activités touristiques. Et puis, bien sûr, les institutionnels que sont l'Office de tourisme, qui est en charge de la promotion du tourisme, et la collectivité, donc, qui porte cette compétence, mais aussi les élus du territoire qui sont pas forcément des acteurs du tourisme, mais qui sont évidemment tout à fait concernés. Un petit mot pour dire que donc là, ce sont donc l'ensemble des acteurs du tourisme qui sont impliqués. On a eu aussi parfois, et notamment sur le territoire de Haute-Maurienne-Vanoise, on a été sollicité pour accompagner également les commerçants dans le plan de développement des compétences, puisqu'ils sont aussi en situation d'accueillir des clientèles touristiques, même si l'offre de services qu'ils proposent n'est pas exclusivement touristique. Alors, la méthode d'intervention qu'on a choisie, donc sur chacun des territoires, la mission a été conduite par Agathe en partenariat avec ETV 73 Savoie-Mont-Blanc. Voilà, le binôme à chacun ses particularités, ses spécificités. Donc, Agathe est vraiment dans l'accompagnement des collectivités. OT 73 Savoie-Mont-Blanc plutôt du côté des offices de tourisme. Voilà, donc ça c'est pour nos publics cibles. Et puis également en termes de compétences, Agathe est vraiment spécialisée dans l'accompagnement des collectivités pour répondre à leurs besoins. Et OT 73 Savoie-Mont-Blanc, une véritable compétence sur la formation. Donc à travers le binôme qu'on a pu monter, on avait les compétences pour faire du diagnostic de territoire, pour analyser les besoins et également par rapport à ces besoins-là, pour pouvoir définir des actions de sensibilisation et des actions de formation. Au niveau local, le portage de la démarche se faisait à travers un comité technique. Donc, le comité technique, souvent, c'était le chargé de mission tourisme de la collectivité, son élu référent, et puis également étaient associés les responsables des offices de tourisme du territoire et dans certains cas, d'autres opérateurs du territoire. Donc là, le comité technique nous a accompagnés pour travailler sur chaque étape de la démarche qu'on va vous présenter ensuite. Et ensuite, il y avait un comité de pilotage composé des élus du territoire. Donc, ça pouvait être les élus de la commission de tourisme qui étaient là. Évidemment, on avait besoin de les informer et on avait besoin qu'ils valident les différentes étapes. Ce travail était complété par un travail avec des groupes par filière. Donc, on a travaillé sous forme de focus group, on a travaillé à travers des enquêtes. Donc, responsables filières qui pouvaient être des filières hébergement, enfin sur l'hébergement, sur les différents types d'hébergement, et également sur les différents types d'activités, donc activités de pleine nature, activités culturelles, etc. Alors, sur la méthode utilisée, en fait, la première étape de la méthode, en fait, c'est d'identifier les champs de professionnalisation prioritaires. Il est important de bien considérer que le plan de développement des compétences ne vise pas à apprendre aux professionnels leur propre métier. Il s'agit donc d'identifier
les champs de professionnalisation au regard de la stratégie du territoire et donc pour une action globale envers le tourisme. Donc, cette première phase se fait donc à l'appui de la stratégie du territoire pour identifier effectivement quelle est la stratégie. Et au regard de cette stratégie, on a par les tables rondes et différentes enquêtes qu'on a pu réaliser directement auprès des acteurs concernés, étudier comment ils travaillaient, quelles sont leurs méthodes, leur façon de faire, leur niveau de compétences, on a pu évaluer, de façon à voir quelles étaient les marges de progrès sur chacun des champs de professionnalisation. Ensuite, donc la deuxième étape, c'est l'approfondissement des compétences à renforcer. Donc, c'est bien identifier de quel niveau on part pour arriver jusqu'à quel objectif. À partir de là, du coup, l'étape 3 vise à structurer le plan de développement des compétences de façon à pouvoir vraiment décrire pour chaque action enfin, pour chaque objectif, en tout cas, quelle action est la plus susceptible de répondre à ce besoin, qu'il s'agisse d'une action de sensibilisation ou d'une action de formation. Et enfin, la quatrième étape, c'est la préparation et la sélection des intervenants, étape qui revient donc à la collectivité territoriale qui porte le projet et qui va donc devoir faire l'appel d'offres pour sélectionner les intervenants, les organismes de formation qui vont intervenir sur ce plan de développement des compétences. Alors, le rendu était composé d'un livret, en fait, qui exprime vraiment chaque action de développement des compétences, un document qui peut faire entre 50 et 60 pages, et chaque action, que ce soit un atelier, que ce soit une conférence, que ce soit un voyage d'études, une action de formation, est vraiment décrite depuis l'objectif, le contenu, le public cible, la durée, etc. Donc, quelque chose qui est extrêmement précis et qui permet en effet à la collectivité de pouvoir relancer son appel d'offres pour recruter les organismes de formation. Alors, dans les 5 plans de développement des compétences qu'on a pu réaliser, il y a des thèmes qui ont été mis en valeur de manière assez systématique. Elles sont au nombre de 4. Le premier, c'est la connaissance de la destination et le travail collectif. C'est-à-dire, on s'est rendu compte que là, dans ces destinations touristiques, on peut avoir des grands opérateurs, comme le Club Méditerranée, comme la Compagnie des Alpes, etc. Mais que la plupart, enfin, ce qui fait le tissu économique touristique des territoires est souvent composé de petits opérateurs, accompagnateurs en montagne, gestionnaires de camping, d'hôtels, etc. Et que chacun se sent seul finalement dans son métier et dans son territoire. Donc là, il y avait un véritable besoin pour chacun de mieux connaître la destination et de travailler davantage ensemble. Le deuxième point concernait les clientèles, les produits et la commercialisation. Donc, à partir du plan marketing de la destination, c'est avoir une meilleure connaissance des clientèles qui viennent sur le territoire, des clientèles ciblées, et puis proposer aux différents intervenants des moyens pour pouvoir mieux construire leurs prestations et mieux les commercialiser. Le troisième sujet concernait la communication. Donc souvent, la communication en particulier via le web, via les réseaux sociaux et via également Apidae, c'est-à-dire l'importance de bien remplir les fiches Apidae pour pouvoir faire remonter son offre sur le web et auprès des offices de tourisme. Et le quatrième volet qui concernait un petit peu plus les élus était souvent consacré au pilotage de la destination et on aborde les questions de gouvernance. Voilà comment se partage la décision entre les différents acteurs du territoire, enfin sur une destination. Également l'observation touristique pour pouvoir mieux justement gouverner et piloter ces destinations. Et puis également des questions liées à l'adaptation au changement. Donc en particulier sur le changement climatique, les notions de transition climatique, de changement également de transition économique liées à ces changements climatiques. Voilà, donc là, ce sont les grands thèmes qui sont ressortis de manière à peu près systématique. Et évidemment, dans ces grands thèmes-là, par rapport à la stratégie du territoire et par rapport aux particularités du territoire, il y avait toujours une adaptation là sur l'identité en fait de la destination. Puisque Marion est là, voilà, par exemple, sur le territoire de Cœur-Savoie,
tout ce qui concerne la filière œnotouristique a vraiment été mis en valeur. Et cette filière œnotouristique, on la retrouve en fait à travers les grands thèmes qui ont été identifiés. Alors, chaque plan de développement des compétences est composé de 40 à 60 actions environ, donc qui sont décrites, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et puis, pour des budgets, en fonction des plans, en fonction des territoires, on a des plans qui sont plus ou moins importants par rapport à la taille du territoire, par rapport au nombre de prestataires, etc. Et donc, les plans qui ont été proposés représentent un budget de 35 à 65 000 euros. Alors, ce sont des plans pluriannuels, hein, c'est-à-dire la destination a le choix pour pouvoir mettre en place ces actions-là. Voilà, donc, et puis Vincent nous l'expliquera très rapidement. Ces plans, nous, on pensait que ces plans devaient être mis en place sur une période à peu près de 3 ans. Et à l'expérience, on se dit que c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus continu et que les actions réalisées la première année doivent être évaluées et peuvent influencer sur les actions qui seront menées les années suivantes. Mais voilà, pour nous expliquer ça, donc je vais passer la parole à Vincent. Donc, Vincent, si tu veux mettre ton micro, voilà, c'est simplement, voilà, on a dit que ces plans de développement des compétences, ils devaient être conçus en fonction de la stratégie de développement touristique du territoire, de son organisation, de ses acteurs. Alors, pourquoi le territoire l'Isère s'est-il lancé dans un plan de développement des compétences? Et puis, tu es sur un grand territoire avec 4 offices de tourisme. Hein, son territoire est composé de plusieurs destinations touristiques. Donc, comment tu as procédé pour mettre tout le monde d'accord autour de la table et pour pouvoir avancer sur ce plan de développement des compétences? Et puis, à droite de l'écran, on voit une affiche qui était celle du lancement du plan de développement des compétences qui avait lieu au mois de mai 2022. Ouais, alors, merci de me donner la parole, Michel. Donc, sur les motivations, peut-être déjà pour commencer. Donc, tu l'as dit, nous, on a une habitude de travail qui est déjà assez ancienne, qui date de quelques années, où on essaye de mettre en place nos actions de développement et de promotion touristique, vraiment en lien avec nos 4 offices de tourisme. Donc, j'espère que Ludovic Bertagnolo me contredira pas là-dessus, mais c'est vrai qu'on essaie de prendre en compte au maximum leurs attentes, leurs besoins, sachant que les destinations, alors tu as cité effectivement, on a des destinations assez fortes, des destinations de montagne avec des marques assez connues comme les saisies par exemple. Mais on a aussi quand même une diversité de destinations, de typologie de destinations, parce que le pays d'Albertville a une offre montagne, mais aussi une offre valléenne. Donc, on a mis tout simplement, hein, dans le cadre de nos réunions inter-OT, on a mis tous ces territoires autour de la table et se dire, présenter la démarche que vous venez de présenter, hein, et les 4 territoires ont tous été séduits par la démarche proposée dans le cadre du PITEM. Ce qui nous semblait, nous, vraiment intéressant, c'était qu'elle était… alors effectivement, il y a des thématiques qui reviennent à chacun, mais qu'elle était adaptée aux spécificités de chaque territoire. Donc là, par exemple, dans la phase de diagnostic que vous avez conduit avec nous, il y avait une enquête auprès des socioprofessionnels qui ont fait remonter un certain nombre de thématiques, et notamment les thématiques que vous avez à l'écran là sur cette première année, qui ont quand même beaucoup été orientées autour des questions de développement durable. Vous voyez, slow tourisme, on a fait 2 ateliers. Question de transition écologique également. Donc, c'est vrai que sur cette première année, on a pas mal œuvré là-dessus. Et parmi les autres motivations, bien sûr, alors elle est pas forcément citée en premier, mais elle est vraiment très importante, c'est recréer du lien ou créer, ou alors amplifier, parce que recréer, ça serait un peu fort, mais amplifier le lien entre les offices de tourisme et leurs professionnels, les sociopros, et puis aussi et surtout créer du lien entre les socioprofessionnels entre eux. Et on a vu que c'était, outre l'apport en connaissances, en compétences des ateliers qu'on a pu organiser, vraiment le fait que les socioprofessionnels puissent se rencontrer, se retrouver entre eux, des fois sur des typologies différentes, des restaurateurs avec des loueurs de matériel. On a vu ça pouvait créer des synergies, des rencontres, des échanges. Et ça, c'était vraiment une des plus-values qui a fait qu'on s'est intégré, qu'on s'est inscrit là-dedans.
dans le PITEM. D'accord. Alors pour toi, voilà, donc là vous avez lancé ces premières actions en 2022, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être des formations, ça peut être des ateliers conférences. Moi j'ai assisté à celui sur le slow tourisme qui était vraiment intéressant. Enfin, le premier atelier où il y avait à peu près une quarantaine de personnes. Et en fait, cet atelier a permis aux gens de se rendre compte qu'ils étaient sur une destination slow tourisme, sans le savoir, et que le territoire avait vraiment le potentiel de développer un tourisme là-dessus, sur cette thématique. Et du coup, ça a généré une deuxième formation qui était beaucoup plus pratique sur le slow tourisme, la mise en œuvre au niveau du territoire. Par rapport à la mise en place de ces actions-là, quels sont pour toi les mots-clés de la réussite? Et puis, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en avant pour pouvoir continuer à avancer? Alors, sur les mots-clés, tu viens de le faire comprendre, l'adaptation, elle est hyper importante. Nous, là, pour le coup, alors sur cette première année, on a dû adapter, on a dû reporter certains ateliers parce que faute de fréquentation aussi, on avait peut-être prévu ça un peu trop tôt après la saison. Donc, adapter les dates, mais aussi, là, c'est plutôt pour les années à venir, un peu réadapter le programme par rapport à ce qu'il avait été défini en 2021. Un autre mot-clé, c'est associer un maximum d'acteurs, que ça soit. Alors, on n'a pas fait d'atelier spécifique aux élus encore, mais il y en aura dans la suite du plan. Associer un maximum d'acteurs, on l'a vu quand notamment sur l'atelier dans le slow tourisme, il y avait quand même des élus qui étaient présents. Ça vient enrichir les discussions, ça crée vraiment de l'émulation. Autre mot-clé, c'est aussi en sus de ce qu'on s'est dit, c'est tester. Faut tester les sujets, tester sur les dates. On voit, on est allé un peu à tâtons. Là, sur septembre, on a vu que les dates qu'on avait mises, ça devait être encore trop tôt dans la saison. Nos dates de septembre ont toutes été reportées parce que faute de participants. Sur les dates, sur les lieux, sur les formats, on a essayé de mixer. On a fait majoritairement du présentiel dans des lieux où on pouvait se rencontrer physiquement. On a fait de la visio. On a même fait un atelier mix, celui sur la transition écologique. On l'a fait mix, une partie en présentiel et une partie en visio pour ceux qui pouvaient pas se déplacer. Donc voilà, ça c'est aussi un mot-clé. Et puis communication sur la com. Donc là, pour le coup, je pense qu'on peut largement s'améliorer, mais pour vous donner un exemple de ce que nous, on a mis en place, on communique majoritairement via des newsletters qui sont transmis directement des offices de tourisme à leurs socioprofessionnels, avec en général une newsletter dédiée par atelier. On peut en mettre deux, mais on essaye de mettre une information vraiment par atelier. Créer des petits flyers. Alors normalement, ils sont recto verso comme celui que vous pouvez voir à l'écran, avec d'un côté les explications, enfin le titre, les horaires, les infos techniques, et de l'autre les explications sur le contenu de cet atelier, le lien d'inscription. Et puis communiqué de presse pour essayer de relayer dans la presse aussi les prochains ateliers. Voilà un peu les mots-clés, comme communication, association, et puis tester. Ok. Là, sur chaque action de formation, en fait, sur chaque action qui a été réalisée, il y a eu des évaluations de la part des participants. Est-ce que tu as des premiers retours par rapport à ça? Qu'est-ce que les gens ont retenu sur la forme, sur les contenus? Ouais, c'était très sincèrement très bon. Un petit chapeau au passage à Caroline Belin qui a animé la quasi-totalité des ateliers qu'on a organisés cette année, avec des très bons taux de retour qui étaient globalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, heureux de pouvoir se rencontrer sur les contenus, souvent appris, sans dire d'avoir appris beaucoup de choses, d'avoir vraiment développé pour le coup son degré de connaissance, mais c'était la richesse des échanges qui était vraiment souvent soulignée par les sociopros. Alors après, j'ai plus en tête, mais sur les notations sur 10,
On n'a pas fait de moyenne sur l'ensemble, mais on était largement entre 8 et 9 sur 10 de taux de satisfaction. D'accord. Et puis une dernière question, donc on a parlé du travail ensemble. Qui dit travailler ensemble au niveau des socioprofessionnels dit également une animation de réseau que les socioprofessionnels n'ont pas la capacité à générer eux-mêmes, hein, donc ils font appel forcément auprès de la collectivité et auprès de l'Office de tourisme. Donc on a mis en place une formation animation de réseau, hein, pour les techniciens des collectivités et des offices des 5 territoires qui a eu lieu à Albertville au mois de décembre. Donc tu l'as suivi, qu'est-ce que tu en as ressorti de cette formation? Eh ben, plein de choses intéressantes, pas forcément évidentes à mettre en pratique après, mais non, enfin, j'aurais du mal à vous faire une synthèse ici, mais c'est vrai que pour le coup, notamment, on a pas mal axé, nous, nos cas pratiques sur l'animation de réseau, et notamment dans le cadre du plan de développement des compétences. Et c'est vrai qu'en termes voilà, on en a aussi retiré qu'on avait beaucoup d'attentes. Il y a on ne vous cache pas, une petite déception sur le nombre de participants à nos ateliers. On espérait en avoir plus. Alors, c'est vrai que tu as cité celui sur le slow tourisme qu'on avait organisé au Toit du Monde, hein, dans le Val d'Arly, qui pour le coup, lui, a très bien marché, d'où l'importance aussi du lieu où sont organisés les ateliers, ça joue. Sur les autres, on reste un peu sur notre faim, mais voilà, ce que nous a appris la formation d'animation de réseau, c'était ça aussi, arriver à accepter le fait que voilà, ceux qui étaient présents, ceux qui sont présents en tout cas, en général, sont ravis et en ressortent vraiment ravis voilà, de ce qu'ils ont appris. Pour les autres, c'est aussi difficile de mobiliser des socioprofessionnels qui peuvent légitimement juger de ne pas avoir forcément besoin de suivre tel ou tel atelier. Mais c'est à nous aussi d'adapter ces programmes-là. L'année prochaine, on espère avoir un peu plus de fréquentation aussi, avec un programme un peu plus éclectique, peut-être un peu moins orienté développement durable, justement, plus connaissance du territoire, sur les clientèles, sur les outils de communication. Ça, on pense que ça devrait plaire normalement. Ok, merci Vincent. Donc voilà, tu as parlé des actions de sensibilisation qui ont été mises en place, donc ça va être notre sujet aujourd'hui. Voilà, donc dans ce programme Pitemito, hein, il y avait l'accompagnement de 5 territoires sur la définition des plans de formation, et puis il y avait également l'organisation de plein d'actions de sensibilisation. C'est à toi. C'est à moi, du coup, de prendre la parole pour interviewer Ludovic, directeur de Ça peut dire quelques mots sur, sur la mise en œuvre de ces actions-là et puis sur les thèmes qui ont été… Alors, en fait, effectivement, il y a ce qu'on a découvert à travers cette expérience, c'est que parfois, les socioprofessionnels ont un peu du mal avec la formation, dans la montée en compétences, et que du coup, les actions de sensibilisation, c'est-à-dire que c'est des actions qui en fait visent à donner de la formation et en fait à partager des connaissances sur un sujet, sur un thème ou un autre, mais sur des temps relativement courts, hein, parce que donc on sait que les socioprofessionnels, comme beaucoup, hein, ont peu de temps à consacrer, donc d'aborder en fait les questions sous des formats qui soient plus courts, qui soient assez généraux, mais qui permettent à davantage de personnes d'y participer, sont des formes qui sont plus adaptées. Donc, pour accompagner les territoires, il y avait donc un programme qui a été proposé d'action animé par Caroline Bolin, qui a été citée précédemment. Donc, il s'agissait de l'organisation d'ateliers, de conférences d'éductours essentiellement. Les thèmes étaient donc l'écotourisme, le slow tourisme, l'observation touristique, la clientèle, la transition écologique, l'accueil, aussi évidemment très important. Et donc, peut-être que Ludovic… Ah non, pardon, c'est Marion, je crois. Non, c'est Ludovic. Ah non, c'est Albertville, donc, qui pourrait témoigner de ces actions. Donc, on est peut-être quand même un petit commentaire sur le territoire d'Arlisère. C'est quand même, comme ça a été dit, hein, c'est un vaste territoire avec
avec des typologies en fait assez différentes entre les sous-parties du territoire, Pays d'Albertville, donc pour lequel tu diriges la Maison du Tourisme. Ludovic, est-ce que tu peux nous dire déjà un petit mot sur ta structure et sur le Pays d'Albertville? Oui, bien sûr. Donc, bonsoir à tous. Ludovic Bertagnolo, donc je suis le directeur de la Maison du Tourisme du Pays d'Albertville, qui est en fait la partie valléenne de l'agglomération arlysaire. Donc, on l'a dit tout à l'heure, l'agglo arlysaire est décomposé en plusieurs destinations touristiques qui sont elles-mêmes représentées ou en tout cas valorisées par le biais de quatre offices de tourisme différents. Donc, nous, encore une fois, on fait la promotion, on réalise la promotion de la partie valléenne de cette agglomération. Donc, le Pays d'Albertville, c'est 30 communes. C'est une destination qui est articulée autour du bassin albervillois. C'est à peu près 40 000 habitants. Donc, nous, on a une spécificité, ou en tout cas une identité locale qui est un petit peu différente de ce qu'on appelle, nous, les territoires du Haut, donc le Beaufortain et le Val d'Arly, qui sont des territoires strictement montagnards, si je puis dire, avec une économie touristique qui est très, très importante. C'est un petit peu moins le cas en bas. On est plus sur un territoire de vie, mais il y a une activité touristique qui, malgré tout, existe et qu'on essaie de développer. Il y a une offre qui est très intéressante. Le Pays d'Albertville, c'est une destination qui est au carrefour des vallées, au pied des montagnes, au pied des stations. Et donc, comme le disait Michel ou Eric tout à l'heure, je ne sais plus, on a aussi bien une identité montagnarde que de plaine. Et donc, avec toute une gamme d'activités, de loisirs, avec une offre qui est très diverse et variée, puis qu'on essaye de valoriser au mieux. Donc, c'est vrai que c'est un tourisme qui est un petit peu plus diffus que ce qu'on peut retrouver sur nos collègues, encore une fois, du Beaufortain et du Val d'Arly. Et donc, avec une dynamique touristique qui est propre à ce type de structure-là, enfin, en tout cas, à ce type de territoire et qui est encore une fois différente. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, alors, Vincent soulignait tout à l'heure la difficulté à mobiliser. Ça reste peut-être la difficulté majeure en fait de ce type de dispositif qui probablement s'appuie sur une bonne coordination entre la collectivité qui porte le projet et les offices de tourisme qui l'animent. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot justement sur le rôle de l'office de tourisme dans la mise en œuvre des actions et comment est-ce que vous avez concrètement procédé justement pour mobiliser vos partenaires? Bien sûr. Donc, pour moi, le rôle de l'office de tourisme, il est essentiel là-dedans. En quoi tout simplement, c'est l'essence même de notre métier en tant qu'office de tourisme, au-delà de la promotion du tourisme et de l'accueil des clientèles et de tout ce qu'on peut faire graviter autour de ça. Notre rôle principal, c'est d'être un liant et c'est d'animer un réseau d'acteurs. Et en ça, pour moi, le rôle de l'office de tourisme, il était absolument essentiel dans l'animation du réseau des acteurs par rapport à la promotion et à la sensibilisation autour de ce plan de professionnalisation. C'est finalement par le biais de l'office de tourisme que la collectivité communique avec les autres acteurs du tourisme, les socioprofessionnels et autres acteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'office de tourisme, encore une fois, existe. Donc, pour moi, on était tout à fait dans notre rôle et l'office de tourisme devait porter appui à la collectivité sur ce projet-là. Au-delà de trouver ça extrêmement intéressant, dans le sens où, pour moi, la formation des professionnels d'un territoire, des socioprofessionnels d'un territoire et la montée en compétences d'une destination par le biais de ces sociopros, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans un contexte qui est concurrentiel. On en parlait tout à l'heure. Et puis, la nécessité de faire monter, de faire évoluer la performance individuelle et collective. Donc, encore une fois, pour moi, le rôle de l'office de tourisme, il était vraiment central ici en tant que liant. Et donc, nous, ce qu'on a mis en place pour ça, c'est tout un panel de diverses actions de communication vers nos sociopros. Donc, nous, très concrètement, tout comme vous pouvez le faire Vincent, on éditait régulièrement des newsletters où on relayait les newsletters qu'éditait Vincent auprès de nos sociopros, tout simplement pour communiquer autour des formations qui étaient prévues, toujours avec un message d'encouragement et surtout le fait de revaloriser à quel point ces formations-là étaient essentielles et à quel point on comptait sur eux justement pour monter en compétences. Donc, il y avait toute une animation autour de l'édition de newsletters et l'envoi de ces newsletters à nos partenaires. On a également dédié un espace sur l'espace pro, en fait. On a sur le site internet du Pays d'Albertville un espace pro qui est donc accessible par les socioprofessionnels. Et sur cet espace pro, on relayait le calendrier des formations et il y avait toute l'information qui était nécessaire à avoir en tête pour justement bien suivre ce plan de développement des compétences.
Quand c'était possible, on était aussi sur de la relance téléphonique. Donc là, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué puisqu'on est tout de suite sur quelque chose de chronophage, mais selon la dispo de Sabine et Sabrina, hein, qui sont nos chargés de communication et de promotion, et donc en relais direct avec nos sociopros, on n'hésitait pas aussi à faire de la relance téléphonique. Donc voilà, on a essayé tout simple. Enfin, nous, on était vraiment dans cette démarche-là d'essayer d'avoir une vraie stratégie de communication pour faire en sorte de marteler les oreilles de nos sociopros, entre guillemets, autour de ce plan de développement pour encourager à la participation, tout simplement. Et on a vu du coup que peut-être une déception de Vincent, et puis globalement sur la participation. Est-ce que dans l'avenir, pour optimiser ça, est-ce que vous pensez à d'autres méthodes d'intervention? Et au-delà de cette question-là, quels sont pour toi les freins justement des socioprofessionnels à participer à ces actions? Alors, je pense qu'il y a sûrement des notions de disponibilité, hein, donc je pense que les heures de formation, même si c'est très compliqué de faire ça au moment où chacun est dispo, hein, dans la mesure où déjà les dispos sont différentes, mais c'est peut-être quelque chose qui est à réfléchir, peut-être aussi la saisonnalité, enfin veiller à faire ça plutôt sur des moments hors saison, hein, quand les sociopros sont le plus disponibles. Propre à l'animation, on en parlait tous les deux, mais je pense que ce qui marche vraiment très très bien, c'est la relance téléphonique. On reçoit tous des mails en quantité, on reçoit tous des newsletters en quantité, et il y a une dimension un petit peu impersonnelle dans cette communication-là. Et c'est vrai qu'on le voit tout de suite, hein, et toi Eric, tu connais bien aussi cette thématique. Quand on décroche le téléphone et qu'on arrive à trouver le temps de contacter en direct, puis d'avoir un échange de vive voix avec nos sociopros, on arrive à susciter l'intérêt, on arrive à avoir de la participation, et c'est un échange qui est déjà plus personnel, plus engageant. Voilà, donc j'espère, en tout cas, on va essayer, nous, de favoriser de la relance téléphonique et de trouver le temps de le faire. Voilà, pour moi, c'est vraiment la principale amélioration qu'on pourrait imaginer pour favoriser la fréquentation. Alors, effectivement, bilan un petit peu mitigé sur certaines formations, en tout cas, sur le taux de participation. Après, moi, je reste positif. Je trouve que, bon, effectivement, on n'a pas eu le nombre escompté de participants sur chaque formation, mais en tout cas, on a vu qu'il y avait quand même un noyau dur de personnes qui étaient intéressées par ces formations, des personnes qui en étaient très satisfaites. Vincent en parlait juste avant, et donc finalement, un résultat qui est très positif. Moi, je préfère me concentrer là-dessus et me dire que finalement, c'est quelque chose qu'il faut intégrer sur du long terme. Et qu'il faut continuer. C'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer de faire vivre. Il faut faire le mieux qu'on peut pour continuer d'animer ce réseau-là et de faire en sorte que nos sociopros participent. Voilà, donc, et en espérant augmenter les taux de participation, mais quoi qu'il en soit, la démarche est positive, et voilà. Et du coup, puisqu'il s'agit d'un programme, d'un plan, d'un dispositif entre les 4 offices de tourisme, un petit mot justement sur la relation que tu as pu avoir, sur le bénéfice que tu peux retirer d'un travail partagé avec tes collègues des autres offices de tourisme. Ouais, écoute, du coup, ça me permet de répondre à la question que se posait Vincent tout à l'heure. C'est que je vais te le donner dans son sens. Moi, je suis très content qu'on puisse collaborer avec la collectivité et avec nos collègues du haut sur ce type d'action-là. Pour moi, c'est extrêmement pertinent. Il me semble que c'est vraiment le type d'action qui permet d'avoir un regard plus global, en tout cas sur la destination et les destinations voisines, de favoriser la collaboration entre destinations, et surtout, Vincent en parlait tout à l'heure, ça permet aussi de favoriser la rencontre entre différents sociopros du territoire et de créer des synergies. Ça permet la rencontre entre des sociopros d'une même destination, et dans notre cas, ça a permis aussi de favoriser la rencontre entre des sociopros de destinations voisines. Et encore une fois, de créer un dialogue, de créer un échange, et finalement de permettre aux uns et aux autres d'échanger et de monter des projets en commun. Donc là, on n'a pas encore d'aboutissement clair et net sur le sujet, mais on voit à l'issue des échanges qu'on a pendant ces formations que les gens sont contents de se rencontrer, sont contents d'échanger. Ça permet de mettre en place, encore une fois, un échange, et ça, c'est extrêmement positif. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, pour parler dans le cadre de ce projet qui se fait à l'échelle interdestination, cet échange-là qui sort un petit peu des barrières est pour moi très, très positif. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose qu'on a tout de suite remarqué quand on a fait les tables rondes, les focus group, les enquêtes auprès des socioprofessionnels. Ce qui est vraiment ressorti de façon unanime et sur l'ensemble des territoires,
c'est l'expression de ce besoin de travailler ensemble qui a été vraiment souligné partout, de mieux travailler ensemble, d'aller plus à la rencontre les uns des autres, entre acteurs du tourisme, entre élus et socioprofessionnels ou techniciens des collectivités ou de l'Office du tourisme et des professionnels. Donc, ce besoin vraiment exprimé très fortement qui est ressorti. Alors, même si, bien sûr, vous en avez témoigné, il y a les limites qui sont celles des disponibilités des uns et des autres, en tous les cas, on se rend compte que ce besoin, il est très fortement exprimé et que du coup, l'Office de tourisme, dont les partenaires sont les acteurs du tourisme, est vraiment au cœur de ce dispositif. C'est une de ses fonctions principales. D'ailleurs, au-delà de ces, comme tu disais, de ses missions d'accueil, de promotion, voire d'animation, de commercialisation, c'est bien l'animation du réseau de ses partenaires et la mobilisation, la fédération des acteurs du tourisme. Voilà, on n'a pas forcément les recettes miracles, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a un enjeu très important à faire travailler ensemble. Peut-être on peut continuer. Merci Ludovic pour ton témoignage. On va donc maintenant donner la parole à Marion Coppel qui va témoigner en qualité justement d'acteur du tourisme, puisque du coup Marion, que je laisse se présenter, a bénéficié, a participé à ces ateliers. Donc Marion, si vous voulez bien peut-être d'abord nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Oui, bien sûr. Rebonsoir. Donc moi, j'ai une activité dans le no-tourisme depuis 1 an. J'avais envie de créer une activité dans le no-tourisme en Savoie parce que pour moi, c'est un terroir qui n'est pas promu à sa juste valeur et il y a un énorme potentiel qui n'est pas exploité à ce niveau-là. Donc l'idée, c'était de développer des activités dans le vignoble qui soient innovantes et aussi d'aller à la rencontre des touristes qui sont déjà sur le territoire, en montagne, en station, vers les lacs, de leur faire découvrir les vins de Savoie et peut-être de leur donner envie du coup de revenir voir le vignoble. Parfait. Et du coup, qu'est-ce qui a été pour vous la motivation à participer à ces plans d'action? Alors, je dis ces plans d'action parce que du coup, vous êtes à cheval sur les 2 territoires et vous avez donc peut-être bénéficié ou vous allez bénéficier des 2 plans d'action, celui de Cœur de Savoie d'une part et celui d'Arlisère d'autre part. Oui, j'ai d'abord participé à des activités sur le territoire d'Arlisère et puis par la suite Cœur de Savoie puisque je suis basée à Saint-Jean-de-la-Porte. La motivation première, je dirais qu'effectivement, c'était de rencontrer d'autres prestataires d'activités sur le territoire. J'avais envie de pouvoir éventuellement développer des collaborations, des partenariats avec des gens qui proposent des activités autour du vélo, par exemple, de la randonnée. Ça m'intéressait de rencontrer aussi des prestataires d'hébergement avec qui il y avait possibilité éventuellement de mettre des choses en place aussi, et parce que c'est aussi pour moi des prescripteurs très importants. Il y avait l'idée de mieux connaître aussi les destinations sur lesquelles je travaillais, d'apprendre à connaître les prestataires, les destinations, et puis aussi par ce travail-là, d'être sûr aussi de la cohérence que mes activités avaient avec le territoire sur lequel je les proposais. Et du coup, alors on n'en est qu'au début de ces programmes. Vous n'avez peut-être pas participé encore à beaucoup d'ateliers, mais est-ce que ceux auxquels vous avez participé vous a justement permis de rencontrer les gens que vous souhaitiez, de mieux connaître le territoire? Enfin, est-ce que ça a du coup répondu pour l'instant, en tous les cas, à vos objectifs? Oui, tout à fait. Ça m'a vraiment permis de gagner en visibilité, de rencontrer d'autres acteurs du tourisme sur mon territoire. Là, aujourd'hui, j'étais au téléphone avec une accompagnatrice en montagne que j'ai rencontrée sur un des ateliers et on discute d'une collaboration pour cet été. Donc, clairement, ça n'aurait pas été possible sans cet atelier-là. Et puis oui, il y a plein de choses que j'ai appris, que j'ai découvertes aussi sur le territoire sur lequel je travaille avec ces ateliers. Voilà, donc des exemples concrets en fait
de bénéfices que vous pouvez retirer de ce plan de développement des compétences et de la participation à ces ateliers. Peut-être sur les programmes, un petit mot sur est-ce que vous voyez peut-être des actions qui n'auraient pas été prévues et qui vous sembleraient utiles dans les programmes d'Art Isère ou de Cœur de Savoie? Encore plus de choses sur la connaissance des territoires. C'est vrai que sur le dernier atelier auquel j'ai participé, on a parlé de ça et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait encore plein de choses pour moi à apprendre. Peut-être aussi des choses sur les clientèles locales, le tourisme local, puisque c'est quand même quelque chose qui se développe et je pense qu'il sera important à l'avenir. Et puis, moi, c'est vrai que je suis aussi assez demandeuse de choses sur quand même le développement durable parce que ça me paraît quand même être une thématique importante pour l'avenir aussi. Ouais, ce sont en fait effectivement beaucoup de thématiques qui ressortent et qui sont ressorties avec aussi la transition sur le digital, enfin l'éternelle transition, puisque ça n'arrête pas de bouger en termes de communication et de digital, mais il y a tout le temps des besoins de s'adapter, de se former, donc c'est vraiment des thématiques qui ressortent globalement partout, avec peut-être les nouvelles thématiques qui apparaissent sur la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et les difficultés d'emploi d'aujourd'hui que rencontrent beaucoup d'employeurs. Tout ça, votre témoignage en fait nous montre que finalement vous allez peut-être pouvoir, vous recherchez, vous êtes en quête de mieux travailler avec votre territoire et avec les autres acteurs du tourisme qui le constituent. Tout ça nous amène un petit peu à l'idée de parcours client. Je vais poser une question encore. Pardon, vas-y. Voilà, c'est-à-dire, là, vous êtes sur un territoire, Cœur de Savoie, comme vous l'avez dit, qui est vraiment qui a une forte identité liée à la vigne. Vous êtes sur un territoire qui est labellisé, un vignoble et découverte. Est-ce que vous êtes en relation avec les autres partenaires vignobles et découvertes du territoire, que ce soit des restaurateurs, des hôteliers, des viticulteurs, et est-ce que vous pensez que le plan de développement des compétences va vous permettre de renforcer votre réseau sur cette thématique-là, qui est une thématique fortement identitaire par rapport à la destination? Oui, bien sûr. Après, moi, je suis rentrée assez récemment dans le label Vignoble et Découverte. Il y avait pas beaucoup de vignerons qui ont ce label, qui étaient présents sur les ateliers. C'est vrai qu'il y avait le domaine des Grangelons qui était présent à pas mal d'ateliers. Sinon, c'est vrai que malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de vignerons qui ont pu se déplacer. Alors, ok, donc simplement pour sur l'adaptation du plan aux spécificités du territoire, ce qu'on a proposé au territoire de Cœur de Savoie par rapport au label Vignoble et Découverte, c'est qu'il y a vraiment un parcours pour les adhérents au label, qui va de la connaissance des vins de Savoie pour les hôteliers, les restaurateurs, les hébergeurs, etc., jusqu'à l'organisation de dégustation et jusqu'à l'accueil à la cave pour les vignerons eux-mêmes. C'est-à-dire, on est vraiment sur une notion de parcours sur une thématique et par rapport à un groupe de prestataires déjà constitué et qui représente une offre forte du territoire. Voilà, donc tout ça, en effet, c'est en faveur du parcours client. Éric. Voilà, merci. Eh bien, du coup, alors, une des autres actions qui était portée dans le cadre de ce dispositif, ça a été la création d'un outil pédagogique. Il était prévu de faire pour chacun des territoires un outil pédagogique, mais en fait, il a rapidement été convenu que c'est plus intéressant de mutualiser les ressources pour créer un outil pédagogique qui puisse bénéficier à l'ensemble des territoires. Et donc, il a été choisi d'accompagner en fait les plans de formation par un outil qui soit utilisable en autonomie par les socioprofessionnels. Et rapidement, on a convenu que cet outil pouvait être
un outil sur la notion de parcours client, qui est une thématique qui effectivement touche, enfin, qui est centrée client en fait, puisque bien souvent, chacun des opérateurs touristiques, il est beaucoup plus centré sur son activité et sur le client à partir du moment où il rentre dans son établissement et jusqu'il en ressort, mais pour le client, c'est une autre chose. Donc, dans les objectifs, donc l'accompagnement des plans de formation par un outil utilisable en autonomie par les socioprofessionnels. L'autre objectif, c'est de favoriser la complémentarité entre le plan de formation et cet outil. Et du coup, je vais laisser peut-être la parole à Evelyne, Evelyne Maître, qui a travaillé à l'élaboration de ce livrable. Donc, est-ce qu'on fait la présentation tout de suite du petit teaser et on donnera la parole à Evelyne. Pas de problème. C'est bon là? Yes. Ouais. Alors là, on va l'avoir plusieurs fois. Voilà, j'arrête. Voilà. Donc, pour assurer Edwige du département, dans la nouvelle version, on a bien les Il y a bien logos les logos. de l'Union européenne, d'Alcotra, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a bien tous les Voilà, logos. Eric, je te laisse, puis je remets Très bien, je vais donner la parole à Evelyne. Donc, Evelyne Maître, qui a été retenue pour élaborer cet outil pédagogique. Et bien, au-delà du teaser qu'on vient d'apercevoir, Evelyne, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet outil pédagogique? Pas de problème. Merci à vous de me donner la parole. Bonsoir de nouveau à tout le monde. Donc, en fait, l'objectif de cet outil, c'est déjà d'essayer de répondre à une question et de se dire comment on peut faire pour justement que des opérateurs privés ou enfin en tout cas des acteurs touristiques sur les territoires qui n'ont pas forcément du temps, comment faire en sorte pour que ces personnes-là puissent avoir un lieu, un outil, qu'ils puissent utiliser cet outil pour s'informer, se former, être sensibilisés à un certain nombre d'éléments. Ça, c'est la première chose, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer. Et l'autre point, c'est dire sur quoi on s'appuie. Alors, on a parlé effectivement, et vous avez parlé beaucoup de tout ce qui est parcours client. Et c'est vrai que partir du parcours client, ça permet de mettre tout le monde autour de la table parce qu'en fait, tous les opérateurs touristiques, à un moment donné, font ce qu'ils font pour un client et donc sont amenés à considérer le fameux parcours que peut faire ce client depuis le début où il a imaginé le cas échéant venir faire une visite, aller sur un territoire et tout ça, jusqu'au moment où il sera de nouveau chez lui. Et entre-temps, il aura consommé ou pas, il aura vécu un certain nombre d'expériences. Et l'idée, c'est de développer ces expériences.
Donc, fort de ces deux objectifs, en fait, j'ai proposé à Agathe d'utiliser en fait une plateforme de formation à distance qui permettrait une autonomie pour justement les opérateurs locaux, pour qu'ils puissent y aller quand ils le veulent, à l'heure qu'ils souhaitent, pour le temps qu'ils souhaitent. Un outil, donc une plateforme à distance, mais alors, contrairement à ce qui est écrit ici, finalement, on n'est pas tout à fait dans cette notion de MOOC, qui est plutôt du massif, en fait, une pédagogie un peu massive, c'est-à-dire qu'en fait, on fait la même chose pour tout le monde. Là, l'idée, c'est vraiment de dire, il y a un socle commun d'éléments qui vont être donnés, qui sont donnés en fait sur cette plateforme, un certain nombre de contenus qui sont communs, mais très vite, on essaye d'amener chacun des opérateurs en fonction de ce qu'il est, de réagir, se poser des questions, de dire, mais finalement, moi, à ce stade-là du parcours client, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'ai compris de ce qui était important? Donc déjà, de se poser un certain nombre de questions, et puis aussi d'amener chacun des opérateurs qui sera sur la plateforme, qui voudra s'inscrire justement sur ce parcours, et d'essayer de construire lui-même ces différentes actions qu'il pourrait mener sur ce parcours, sur son parcours client, donc quelle que soit son activité. Ça, c'est Donc, peut-être justement… C'est peut-être justement ça la spécificité de cet outil, c'est que ce n'est pas que de la formation, c'est pas théorique, c'est-à-dire qu'on lui donne l'occasion à travers cet outil d'agir, de se mettre finalement en tant qu'apprenant, mais en tant qu'acteur aussi, en fait, d'une montée en compétences. Et donc, il va pouvoir utiliser cet outil, si j'ai bien compris, pour voilà, faire son plan d'action, pour décliner finalement ce qu'il a appris sur sa propre activité. Exactement. En fait, il y a un certain nombre de contenus qui sont là des apports. Alors, il y a des vidéos, du motion design, des textes. Il y a un certain nombre d'éléments des vidéos interactives. Ça, on est en apport de contenu pour dire, voilà, ce qui se fait en fait sur la partie parcours client, quelle que soit en fait votre activité, que vous soyez hébergeur, restaurateur, prestataire de loisirs, ou autre, ou dans le domaine culturel, ça c'est un apport. On s'est calé sur les cinq étapes du parcours client pour que ce soit plus logique, donc 5 modules, 5 étapes parcours client, 5 modules qui peuvent être, tout le monde en fait peut rentrer comme il le veut en fait sur la plateforme. On peut rentrer sur la fin du parcours client comme sur tout le début du parcours client. C'est chacun qui verra ce qui est important pour lui. Mais très vite, effectivement, on essaie d'amener en fait les opérateurs sous couvert en fait d'une mise en situation, de se dire allez-y, vous êtes sur cette étape du parcours client. On vous a donné un certain nombre d'éléments, de tips, en fait, comme on pourrait dire en anglais, de bonnes pratiques. Maintenant, appropriez-vous tout ça et essayez de le faire pour vous. Donc, en fait, c'est pour ça que ce n'est pas tout à fait du MOOC, parce qu'en fait, il y a une totale autonomie dans la façon de s'organiser. Par contre, toutes les personnes qui seront inscrites pourront à un moment donné interagir entre elles, parce qu'en fait, il y a une communauté qui va se créer. En fait, toutes les personnes inscrites pourront échanger et se dire, tiens, toi, qu'est-ce que tu fais dans ce cadre-là, ou voilà. Et chacun aussi pourra revenir vers nous pour poser des questions, s'il y a des questions à se poser dans tel et tel domaine. Je regarde ce que j'avais prévu de dire. Oui, il y a cette notion effectivement d'autonomie, mais c'est vraiment ce qu'on appelle de la pédagogie active et de la pédagogie par projet. Chacun effectivement va pouvoir construire son projet sur la base du parcours client et se dire, voilà ce qu'il faut que je fasse par rapport à tous ces visiteurs que j'accueille. En tout cas, il a été fait comme tel. Il est en cours de finalisation. Il sera livré fin du mois de mars. Mais voilà. Et du coup, tu as bien insisté sur l'autonomie en fait que chacun des acteurs pouvait avoir en fait dans l'utilisation de cet outil. Néanmoins, l'office de tourisme ou la collectivité en fait intervient
pour administrer en fait quelque part cet outil. En tout cas, il peut superviser en fait la diffusion de cet outil, l'appropriation par les différents acteurs, et donc se servir de cet outil aussi comme un outil d'animation de son réseau de socioprofessionnels et d'acteurs du tourisme. Ouais. En fait, il y a plusieurs façons d'utiliser un outil comme celui-ci. Soit le cas à la base, hein, c'est de dire, effectivement, il y a des sociopros qui ont envie à un moment donné de se développer sur cette notion de parcours client, ils s'inscrivent sur la plateforme, ils suivent les différentes étapes et a priori, en tout cas j'espère, ils ont appris un certain nombre de choses et ils gagnent en autonomie aussi par rapport à cette gestion de la relation client et de l'élaboration d'une expérience client. C'est ça la première chose. Ce qui est surtout important, et c'est un petit peu tout ce qu'on veut faire passer par rapport à cet outil, c'est de dire attention, vous ne pouvez pas toujours travailler tout seul, quoi. À un moment donné, le collectif il est important. Il y a des choses que vous devez, il y a des montées en compétences que vous pouvez faire seul, mais à un moment donné, c'est aussi pour pouvoir travailler à l'échelle de la destination. Et la destination et les territoires peuvent tout à fait utiliser un outil comme celui-ci, comme support en fait aux actions de formation qu'elles pourraient mettre en place, en disant tiens, on va focaliser, on va faire un focus sur telle ou telle étape en particulier. Donc vous avez la possibilité de voir un certain nombre d'éléments en amont de l'action de formation qu'on est en train de monter, où on peut regarder, on peut focaliser en fait sur un élément de ce qu'il y a dans la plateforme pendant une séance en présentiel, et après on va aller plus loin avec les acteurs de la destination, avec d'autres sociopros de la destination, pour voir en fait ce qui peut être construit à l'échelle justement de la destination. Et ça me paraît très important. Oui, puisque du coup, comme tu le disais, ce n'est pas théorique, ça reste aussi un support pour agir individuellement et ou collectivement dans le cadre de... C'est ce qui prend d'ailleurs le plus de temps, parce que l'idée c'est de dire il y a effectivement un socle global hein, qui montre en fait les grands principes, mais dans la mesure du possible, on s'est attaché vraiment à personnaliser, à être sur la problématique des hébergeurs, parce qu'il y a une vraie problématique sur des hébergeurs qui n'est pas tout à fait la même quand on parle des restaurateurs, pour que chacun en fait y trouve son compte, et bien entendu tous les autres opérateurs qui proposent des différents services sur la destination. Pour que chacun, à un moment donné, se dise, tiens, effectivement, je n'avais pas pensé à ça, ça me concerne en particulier plus moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est sur une plateforme à distance, qui est plus difficile certaines fois à faire quand on est en présentiel, parce que là, on prend le temps, effectivement, de donner des exemples un petit peu dans tous les domaines, et chacun va piocher. Pour moi, en fait, cette plateforme, dans l'absolu, il faudrait que ça devienne vraiment un centre ressources à l'échelle des différents territoires qui voulont se l'approprier. On peut, et vous le verrez quand elle sera lancée, on peut même abonder, il y a des ressources qui ont été mises, il y a d'autres ressources qui peuvent être ajoutées sans aucun problème. Donc, ça serait bien, effectivement, que ça soit une sorte de centre de ressources de ce type, qui permettent d'évoluer, qui évolue. Parfait, merci Evelyne. Donc rendez-vous au mois de mars, et puis il est prévu un rendez-vous du reste de présentation spécifiquement à cet outil. Tout à fait. Hein, donc, cet outil est destiné dans un premier temps aux 5 territoires qui ont fait partie du programme Pietenito. Donc, en effet, le 21 mars, on aura une présentation de l'outil, et puis ensuite, il y aura des actions pour faciliter l'appropriation et l'utilisation de l'outil par les offices de tourisme. Après, on réfléchit pour les territoires qui ne feraient pas partie du Pietenito, de quelle manière ils pourraient s'approprier l'outil. Moi, j'ai une conviction, c'est que c'est un outil c'est un outil que peuvent s'approprier les prestataires de manière individuelle, mais il faut qu'il soit quand même accompagné par l'office de tourisme. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une volonté du territoire et de l'office de tourisme de mettre en œuvre l'outil pour que là, il y ait vraiment ce travail ensemble. Voilà, donc merci Evelyne. Merci. Et puis voilà, donc la 4e action du programme, donc on va laisser la parole à Laurence, c'était la réalisation d'un guide de bonne pratique. Donc ce guide, en fait, c'est une action collective qui a été portée par Agathe à l'échelle de tous les partenaires du programme Alcotra. Dans ces partenaires-là, on a 7 territoires qui avaient mis dans leur programme d'action des actions en faveur du développement des compétences. Et on nous a demandé, on a proposé qu'il y ait un guide de bonne pratique qui soit rédigé pour mettre en valeur ce qui a pu être mis en place.
et en particulier justement sur ces bonnes pratiques. Donc, nous avons confié cette mission à Laurent qui va nous en faire une présentation synthétique. Ce guide est un guide papier qui a été envoyé dans toutes les collectivités, dans tous les offices de tourisme de Savoie. Également, il existe en version dématérialisée, donc on enverra le lien à tous les participants à ce webinaire. Et également, c'est des choses qui peuvent se diffuser totalement. Une fois que vous avez le document en format PDF, vous pouvez le diffuser autant que vous le souhaitez. Laurent, je te laisse la parole. Oui, merci Michel. Rebonsoir à toutes et à tous. Effectivement, j'ai eu la chance, l'opportunité de rédiger ce guide des bonnes pratiques qui est riche finalement des différentes expériences qui ont été menées sur un certain nombre de territoires, 10 partenaires, 7 territoires, on en a quelques-uns ce soir avec nous. L'objectif premier, c'était bien d'accompagner finalement les décideurs et les techniciens dans la formalisation et dans l'animation d'un programme de montée en compétences à destination des acteurs du tourisme. J'ai eu pour ma part l'opportunité de suivre en tant qu'élu l'une des premières démarches qui a eu lieu, et on a fait écho tout à l'heure, Michel, sur les vallées d'Aigues Blanches, qui après s'est mis effectivement sur d'autres territoires. Les objectifs, finalement, c'était de valoriser, de partager les différentes expériences de ces territoires-là à destination des techniciens et des élus en charge de l'économie touristique. La finalité première, c'était bien de confirmer et de valoriser l'adéquation entre l'offre réceptive avec les attentes marché. Donc, de parler d'une montée en compétence des différents acteurs du tourisme, une fois finalement que le territoire a déjà commencé à élaborer une certaine forme de stratégie touristique. Il est bon finalement de proposer cette montée en compétence une fois que le territoire a commencé à définir une certaine nombre d'orientations. Ce n'est pas un impératif, une obligation, mais c'est quand même préférable pour justement orienter un certain nombre d'actions de montée en compétences qui vont finalement se calquer sur la stratégie touristique du territoire. La cible, c'est bien évidemment les socioprofessionnels de l'économie touristique dans son entièreté, à la fois des hébergeurs, des restaurateurs, des prestataires d'activités ou encore des acteurs en charge de la mobilité touristique. Donc ça intéresse un spectre extrêmement large. Les objectifs, j'en ai parlé, c'est l'optimisation de la compétitivité, c'est la connaissance des marchés, c'est la performance de l'attractivité du territoire d'accueil ou du territoire de destination par la complémentarité des filières. Alors, effectivement, c'est un livrable effectivement, que je vous incite à voir, puisque ça décrit finalement l'ensemble des expériences qui ont été menées sur le périmètre Pithem-Alcotra. On a identifié un certain nombre de facteurs clés de succès et je souhaitais simplement vous en illustrer 3 qui me semblent assez importants et qui d'ailleurs sont ressortis des discours de Marion, d'Evelyne, de Ludovic ou encore de Vincent. Et bien évidemment, ce guide s'intéresse et dans la mesure du possible a été fait pour s'adapter aux spécificités des différentes caractéristiques de l'économie touristique des territoires. Le premier facteur de clé de succès, c'est de bien évaluer le besoin en ressources humaines pour s'assurer de la faisabilité de la programmation. Alors, on en a parlé avec les différents interlocuteurs, que ce soit en termes de formalisation, de préparation, d'animation ou encore de communication. Les ressources humaines doivent être bien identifiées et évaluées en amont pour s'assurer vraiment de la pérennité et de la faisabilité de cette programmation. Pourquoi on vous dit ça? Parce que les différentes expériences italiennes ou françaises ont montré que parfois, il y avait une sous-évaluation des ressources humaines qui conditionnait finalement le succès de cette montée en compétences. Le deuxième facteur de succès sur lequel je souhaite vous alerter, c'est bien évidemment, et on en a parlé très longtemps, sur la communication. C'est bien de cibler, de ne pas sous-estimer les efforts en communication, finalement pour s'assurer de promouvoir le plus largement possible la démarche. Vincent en a parlé, Ludovic aussi en a parlé, sur les mailings, sur la relance téléphonique, sur les réseaux sociaux, sur la presse. Et puis Vincent aussi a insisté sur quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est sur les temps conviviaux d'échange lors de présentation des programmes ou lors d'organisation de ces programmes. Le lieu est effectivement très important. Au-delà de sa simple attractivité, il concourt pleinement à la bonne diffusion de certains nombres de pratiques. Enfin, troisième facteur de succès, c'est de considérer la démarche de montée en compétences comme un levier pour renforcer le réseau des prestataires de votre territoire. Evelyne a beaucoup insisté là-dessus et Marion également. Marion nous a parlé de sa mise en relation avec un centre d'acteurs de sa filière. Evelyne sur un travail à l'échelle de la destination. Et finalement,
la montée en compétence favorise l'interconnaissance des acteurs de la destination ou du territoire d'accueil. Finalement, c'est de sortir, comme tu le rappelles souvent, Michel, des logiques de silos, hein, et de vraiment d'avoir une vue transversale. Et donc, la montée en compétence le permet à travers un certain nombre d'organisations d'Eductour, par exemple, ou encore de travail en commun. Je finirai par un exemple qui me semble assez probant, qui vient du Piémont, où finalement, suite à la programmation de montée en compétences, des acteurs se sont regroupés, in fine, pour travailler davantage ensemble et faire un développement commun d'une offre et de sa mise en marché. Donc, ça veut dire qu'ils sont allés encore plus loin que de se rencontrer lors de la programmation de montée en compétences, et ils ont finalement ensemble monté un certain nombre de produits sur le Piémont, et je trouve que ça méritait d'être signalé, puisque c'est là aussi la finalité aussi de la montée en compétences. En résumé, finalement, on peut dire que le programme de montée en compétences est un formidable levier pour le développement économique des territoires. C'est une démarche absolument exigeante, hein, en termes de préparation, d'animation et de concertation. Et ne pas oublier qu'au-delà du temps de cette montée en compétences et de programmation, il s'agit bien de pérenniser la démarche à travers un certain nombre d'actions au fil du temps et qui est bien sûr calqué avec la stratégie touristique du territoire. Merci Laurent pour cette présentation synthétique. Voilà, donc voilà, nous vous enverrons ce guide. Il est arrivé dans tous les offices de tourisme et dans toutes les collectivités Haute-Savoie. Nous enverrons aux participants le lien pour pouvoir le télécharger. Laurent, ce travailler ensemble, est-ce que pour toi, ça devient une mission prioritaire pour les offices de tourisme? Je pense que oui, Ludovic en a parlé tout à l'heure, hein. Il a parlé effectivement des nouvelles fonctions des offices du tourisme. Au-delà des fonctions régaliennes, il y a effectivement cette mise en réseau, ce travail en commun qui est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des fonctions principales. Et je pense que Eric ne me contredira pas sur le fait de travailler ensemble dans une destinée commune et collective, à la condition, bien sûr, de bien partager et finalement que ce partage se fasse avec des mots simples, clairs, nets, précis, pas alambiqués, hein. Moi, je vous en parlais personnellement parce que j'ai un bureau d'études et parfois on a un peu des termes un peu compliqués en termes de marketing, avec des termes anglo-saxons, etc. Il faut avoir des mots simples et c'est par ces mots simples que finalement on agrège un certain nombre d'acteurs vers une destinée commune et vers un positionnement commun. Donc oui, tu as raison, Michel, c'est finalement ce travail en commun est une déterminante majeure. Merci Laurent. Voilà, j'ai préféré te poser la question à toi parce que je connaissais la réponse de la part d'Eric et j'aimais mieux que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui puisse le dire. Ouais. Voilà. Là, nous allons aborder la dernière partie, puis ensuite on ouvrira les micros pour que vous puissiez tous intervenir. Voilà, on vous parlait d'intuition départ. C'est vrai que quand on a rencontré Laurent en 2017 sur les vallées d'Aigues Blanches pour mettre en place le premier plan de développement des compétences, voilà, on était vraiment sur l'intuition, comme quoi il fallait procéder différemment que monter des formations pour les techniciens, des collectivités, des offices de tourisme. S'adresser en particulier aux socioprofessionnels impliqués, avoir d'autres méthodes. Ils connaissaient leur métier de base. Vous avez vu que les plans qu'on a proposés sont dans le périphérique, hein, sur la mise en tourisme, sur la notion de parcours client, etc. Voilà, donc cette intuition, finalement, s'est transformée en conviction grâce au premier essai sur les vallées d'Aigues Blanches, qui nous a donné envie de monter ce programme Alcotra, et grâce aux 5 expériences qu'on a menées sur les 5 territoires. Voilà, donc là, je tiens vraiment à remercier les offices et les techniciens des collectivités qui nous ont accompagnés parce qu'on a avancé en marchant et on a construit les choses ensemble. Donc là, par rapport à cette conviction, on a réfléchi avec Eric et donc au T73 Savoie-Mont-Blanc comment on pouvait poursuivre ce travail. Et voilà, donc là, on a synthétisé ça et on va continuer à travailler et à proposer une offre de service conjointe entre OT73 Savoie-Mont-Blanc et l'agence AGAT, l'agence alpine des territoires, pour pouvoir, pour les territoires qui n'ont pas bénéficié de ce programme Alcotra, de pouvoir s'investir sur la mise en place de plans de développement des compétences. Eric, si tu veux... Alors, si tu veux y aller ou on fait ça de voix, hein, oui, on fait ça de voix, mais effectivement, alors, première étape, en fait, c'est de bien considérer que c'est la collectivité et l'office de tourisme qui sont à la manœuvre. Comme ça a été dit précédemment, hein,
il existe déjà des formations qui sont des formations proposées par les têtes de filière pour chaque métier, les fédérations, les syndicats des différents métiers. Mais là, il s'agit en fait de plans de formation vraiment territoriaux. Donc, c'est bien légitime que ce soit la collectivité et l'office de tourisme qui soient à la manœuvre. Et par rapport à l'expérience qu'on a vécue sur le déploiement du dispositif Pitel-Mito, on a effectivement tiré un certain nombre d'enseignements. La première chose, c'est qu'effectivement, on souhaite proposer un dispositif qui soit peut-être plus souple et plus adaptable. C'est un mot qui a été utilisé par Vincent et je crois que c'est aussi une des notions qu'on a découvert sur l'expérience d'Arlisère, c'est que dans le cadre du Pitel-Mito, on a fait des plans sur 3 ans qui étaient écrits pour 3 ans. On s'est rendu compte qu'en fait, le plan de développement des compétences est quelque chose qui doit peut-être se développer, se déployer chemin faisant. C'est-à-dire que c'est au gré finalement des actions qui vont être mises en place que peut-être petit à petit les besoins vont être mieux identifiés, vont être mieux exprimés par les opérateurs plutôt que par des grandes enquêtes qu'on fait au préalable d'un grand plan qui se déploie sur 3 ans. On a donc en fait deux façons d'entrer finalement. C'est soit après, à partir de besoins qui sont identifiés par l'office ou par la collectivité, que l'on va monter une offre avec une ou plusieurs actions. C'est pas forcément tout un plan. Donc une action ou plusieurs actions pour faire travailler les acteurs ensemble sur une thématique, une problématique donnée. L'autre façon, c'est de faire un processus, effectivement, lorsque les besoins ne sont pas identifiés, un processus d'identification des champs de professionnalisation, un petit peu tel qu'on l'a fait dans le cadre du Pitel-Mito, qui va nous amener à décrire en fait un plan d'ensemble, en fait, d'action, mais qui lui-même sera évolutif et qui va s'enrichir par la réalisation des actions, d'une part, et surtout par l'évaluation de ces actions de formation. Alors, une donnée importante aussi, c'est que dans le cadre de ce qu'on souhaite vous proposer au jour d'aujourd'hui, ce qu'on a fait avec le Pitel-Mito, c'est simplement de rédiger le cahier des charges que les collectivités ont pu s'approprier ensuite pour choisir les organismes de formation. Là, on souhaite vous accompagner un peu plus loin en vous proposant donc effectivement ce diagnostic, un travail d'ingénierie de formation qui vous permet de décrire les actions que l'on vous propose de mettre en œuvre. Mais là où on va plus loin maintenant, c'est que en tant qu'organisme de formation, puisque nous sommes, l'Office de OT73 Savoie-Mont-Blanc est organisme de formation certifié Calliope. Donc, ce que l'on peut vous proposer, c'est de la réalisation des actions de formation en faisant appel à différents intervenants, des experts dans de très nombreuses thématiques qui sont demandées. Donc, on peut donc aller jusqu'à la réalisation des actions de formation, leur évaluation. Ça, c'est une étape importante puisque c'est avec l'évaluation aussi qu'on peut boucler la boucle en quelque sorte et identifier les autres compétences à développer au fur et à mesure que le dispositif se déroule. Voilà, est-ce que je vais peut-être présenter de façon un petit peu synthétique le nouveau dispositif, mais donc voilà, en tout cas, que ce soit l'agence Agathe intermédiaire auprès des collectivités ou ET73 l'intermédiaire auprès des offices du tourisme, on est en tout cas à vos dispositions pour pouvoir enclencher un dispositif comme ça, que ce soit à partir de besoins déjà clairement identifiés par vous, acteurs du territoire, ou pour justement rentrer dans une démarche sur laquelle vous ne savez pas encore finalement quelles sont les opérations qui seraient judicieuses de mettre en œuvre. Et donc, on peut vous accompagner sur cette démarche. Voilà. Là, vous avez vu sur les flèches, c'est une sorte de cercle vertueux sur les compétences à développer, la définition du plan, la réalisation, etc. L'évaluation qui permet alimenter également les compétences à développer. Là, simplement, qu'on conclut, c'est citer l'exemple du pays du lac d'Aiguebelette.
donc qui a été un des partenaires du plan. 8 ou 9 actions de sensibilisation ont été réalisées en 2021 et 2022. Ils ont déjà lancé leur programme pour l'année 2023. C'est-à-dire, on a à peu près une dizaine d'actions avec des conférences, avec des ateliers, avec des éductours, et toute la programmation est faite pour l'année 2023. Et leur idée, c'est au cours de l'automne 2023 de faire l'évaluation de ce qui a été fait pour pouvoir faire une nouvelle programmation en 2024. Voilà, donc vous pouvez nous contacter, hein, soit Eric, soit moi, si vous avez des besoins et si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin. Donc voilà, là on va arrêter le partage de l'écran. Donc les 18h30, c'était l'heure qu'on s'était dit. Simplement, voilà, si les uns les autres, vous voulez, vous pouvez activer vos micros, c'est peut-être à nous de le faire. Voilà, si vous voulez échanger avec nous, si vous avez des questions à poser, on y répondra pendant quelques minutes avec plaisir. Je ne sais pas s'il n'y a pas une démarche à faire. Il y avait Sandrine qui voulait intervenir tout à l'heure. Je ne sais pas si elle n'est pas encore à l'écran. Oui, Sandrine est encore là. Donc, Sandrine, tu voulais participer tout à l'heure, tu voulais poser une question. Permettre de parler. Et je pense que tu vas peut-être pouvoir le faire pour tout le monde. Voilà, Sandrine, est-ce que normalement, si tu actives ton micro, tu dois pouvoir poser ta question ou intervenir, faire, comme on a travaillé avec toi sur le territoire de Moyenne-Galibier, tu peux apporter également ton expérience. Voilà, donc là, vous avez tous la possibilité de vous exprimer à condition que vous mettiez vos micros en marche. Alors, on a peut-être été parfaitement clair. Écoutez, s'il n'y a pas de remarque particulière, voilà, on va conclure ici. Écoutez, moi, je vous remercie de votre présence et de votre attention jusqu'au bout. On espère que ce webinaire vous aura permis d'enrichir votre réflexion. Et puis, je tiens vraiment à remercier nos intervenants qui ont pu, par leur retour d'expérience, apporter beaucoup à ce webinaire. Voilà, et bien écoutez, on va vous dire au revoir, vous souhaiter une bonne soirée et puis on reste à votre disposition pour continuer les échanges dans le futur. Voilà, bonne soirée à tous. Merci, bonne soirée.